Je pense que je ne vous ai jamais demandé, et puisque nous sommes à quelques heures du match des étoiles, ça m'apparaît pertinent. On a souvent fait référence au fait que les enfants aiment ça, le match des étoiles. Moi, je regardais ça, le match des étoiles, quand j'étais enfant. Moi aussi. C'était qui votre étoile quand vous étiez enfant? Hein? On n'a jamais eu cette conversation-là. Je pense pas. Tu nous as déjà demandé quelle était notre couleur favorite. Anthologie. Ça, c'était bon. Mais ça, et toi? Apprenons à mieux nous connaître. Le premier, ça, c'est dans la genèse de Tellement Hockey, le premier épisode. Mais je ne vous l'avais pas demandé, comme je fais là, live, je vous l'avais demandé avant. La technique était encore à développer. Mais ça avoue que ça, c'est meilleur. C'est pertinent, en plus. Pertinent. Ouais. Moi, c'était Guy Lafleur. Ah! C'était Guy Lafleur quand j'étais enfant et que je n'avais pas encore vu un match au Forum en personne. Et je me souviens, le premier match que j'ai vu au Forum, je n'ai eu... Mes yeux ont été uniquement sur Guy Lafleur durant toute la soirée. Là, j'étais estomaqué de voir à quelle vitesse il se déplaçait sur la patinoire, de voir la complicité qu'il y avait avec Steve Shutt. Ils étaient constamment en communication visuelle sur la patinoire. C'était un joueur électrisant quand il quittait le territoire du Canadien en possession de la rondelle ou qu'il recevait une passe en zone neutre pour entrer sur le flanc droit. Là, tu sentais le vrombissement de la foule, la réaction. Ça a toujours été Guy Lafleur. Puis, Wayne Gretzky est arrivé après, puis j'étais à l'adolescence quand Wayne Gretzky est arrivé. Puis, on était obligé de s'incliner devant la grandeur de ses exploits offensifs, mais il n'y a jamais un autre joueur qui a suscité une émotion aussi forte que Lafleur, pour moi. J'aurais pas dû poser cette question-là, parce que là, je suis comme jaloux. Pourquoi? Ben moi, on n'a pas vécu, j'ai pas vécu ça. Moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de joueur au Forum qui faisait... qui allumait quoi que ce soit. C'était Patrick Roy, la grande vedette de mon enfance. Puis bon, il était bon, là, mais ça faisait... Il y avait pas... Ça vombrissait pas fort dans le Forum, là. C'était pas ça. Mais non, c'est le gardien. Moi, j'ai attrapé les dernières années Guy Lafleur. Fait que c'était moins chic, là. 82-83, là, quand il était entouré de Keith Acton et de gars comme ça, c'était plus aussi glorieux. Alors, mais moi, j'ai le même âge que Martin Saint-Louis. On est nés à 12 jours de différence et on avait le même héros d'enfance, Mats Naslund. Ah, oui. Alors, pour les gars de mon âge, c'est... Surtout quand tu es un enfant, c'est facile de s'identifier aux plus petits joueurs. Parce que la projection est facile. Tu dis, mais il survit dans un monde de grands, puis moi aussi, je suis petit, puis... Alors... Gallagher, son arrivée avec le Canadien, a provoqué ça un peu. Les jeunes sont tombés en amour avec les gars, Gallagher. dans la psychologie infantile, vous êtes... Non, mais c'est vrai. Alors... Mais et tu remarqueras, je suis certain que je ne suis pas le seul c'est super, à avoir non seulement Mats Naslund comme joueur préféré du Canadien, mais chez les Expos, c'était Tim Raines. Exactement le même mécanisme. Fait que des jeunes amateurs de sport qui avaient à la fois Naslund et Raines, à mon sens, je suis certain qu'il y en avait un puis un autre. Alors, moi, c'est ça. C'est peut-être pour ça que le Canadien repêche des petits joueurs. C'est pour aller chercher le jeune public, le fidéliser. Puis écoute, Naslund avait beaucoup d'effervescence autour de son arrivée. Là, de mémoire, c'est le premier Européen à se tailler une place dans l'alignement. Je me souviens, les manchettes à l'époque, un petit joueur qui arrive européen dans l'équipe, puis livre pour livre, c'est le joueur le plus fort au test physique de l'équipe et tout ça. Et il y avait beaucoup de charisme aussi, Naslund. Il manifestait sur la patinoire. Au départ, Mario Tremblay avait dit « Viens voler nos jobs ». C'était vraiment ça. Et puis finalement, il l'a mis sur son trio. Puis avec Pierre Mondoux, Mario Tremblay, Mats Naslund, ça a été... dans mon enfance, comme le meilleur trio du Canadien, meilleur que ce que Guy Lafleur donnait. Là. Et je me souviens, il y a un match où... je sais que c'était pas la première fois que je suis allé au Forum. C'est la première fois que je suis allé au Forum, je pense que c'était Bonnie Larocque qui gardait les buts. Mais j'étais tout petit. Mais le premier dont je me rappelle pour vrai, c'était un match où il a marqué genre 4 buts, 2 passes contre les Whalers de Hartford. Fait que Whalers. Ça m'a marqué. Et Mario Tremblay avait eu une des déclarations les plus drôles de l'histoire quand Naslund était arrivé ou quand l'entraînement, tout le monde allait poser des questions aux vétérans de l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de Naslund? Puis Mario Tremblay avait dit, écoutez,
on n'a pas juste un Européen dans l'équipe, on en a deux. Il avait dit, on a Mats Naslund qui est Swedish, puis on a Régent Hull qui est Finnish. J'avais trouvé ça très drôle. C'est dans les très bonnes... qui sont pas des accidents, là. C'est dans les très bonnes répliques. C'est vraiment... D'ailleurs, il y aura un volet international à cet épisode. On essaiera de la récupérer, de la réutiliser, celle-là. Toi, c'était qui ton héros de ton... Moi, c'est ça, là. C'est Patrick Roy qui est la grande vedette de l'équipe quand moi, je suis un enfant. Fait que c'est plate. C'est plate. Moi, mon joueur préféré, c'était Wayne Gretzky. Puis on l'a évoqué récemment. Moi, la fabrication du jeu, ça a toujours été ce que je préférais. Donc, tu sais, Adam Oates, que j'aimais bien aussi dans le même moule. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, les vedettes offensives du Canadien, là, quand je suis un enfant, c'est Richard Zednik. Puis... Ouais. Un petit peu de Kovalev. Kovalev, même, j'étais un adulte. Ouais. Donc, non, c'est ça. C'était moins... c'est Sergei Zoltok. Feu Sergei Zoltok, oui. Mais c'est ça, là, tu sais, Oleg Petrov. Puis bon. Voilà. Alors... On est désolé, Alex. C'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrête pas d'en parler. J'en parle, puis j'en parle. Il y a un vide. Il y a un vide. Aujourd'hui, oui, je vais prendre ma grosse voix. Le premier domino tombe. Il faudrait se faire un jingle date limite des transactions, j'y pense. Là. Donc, aujourd'hui, le premier domino tombe. C'est le party au match des étoiles. Et enfin, les meilleurs contre les meilleurs? Point d'interrogation. C'est tellement hockey, épisode 293. The hardest working man in sports. Non, mais c'est encore vrai. L'homme le plus travaillant du journalisme sportif québécois. Il revient. Si c'est pas vrai d'une semaine à l'autre, t'es pas the hardest man working. C'est ça. Non, c'est ponctuel. Le gars qui a fait le plus d'overtime la semaine passée. Ce serait ça, sinon. Non, mais c'est en ce moment. Oui, je suis sur une lancée, mais je te remercie. C'est bien apprécié. Parce que tu nous arrives tout droit. Tout droit de Toronto. Oui. J'ai encore ma face de gars scrap. T'as ta face de gars qui était à Toronto. Je parle pas comme Jules Fournier, moi. Non. Je réalise ça, là, il va falloir que je soigne mon vocabulaire. Non, c'est correct. J'ai nommé donc Marc-Antoine Godin, journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH dans son ensemble. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et voici Martin Leclerc, notre chroniqueur principal au service des sports. Salut Martin. Bonjour, content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupard. Well, I hope so. I've been waiting longer enough, you know. I mean, hopefully it will work out, and you know, I'll be 30 years old to go for my first Olympics. So, you know, I missed two already, so I really don't want to miss the third one, and I really hope it's going to happen because it was my childhood dream. So. David Pasternak, l'attaquant toute étoile des Bruins de Boston, interrogé sur la possibilité que les joueurs de la LNH retournent aux Jeux olympiques. Évidemment, sans grande surprise. Pasternak fait partie de ce groupe-là avec McDavid. Tu sais, des gars qui approchent la trentaine, qui ne sont jamais allés, parce qu'on a manqué les deux dernières éditions à Pékin puis à Pyeongchang. Donc, sans surprise, il aimerait ça y aller. Et c'était son rêve d'enfance d'y participer. Maintenant, est-ce qu'on est en mesure, parce que là, on enregistre vendredi matin, mais il y a quelqu'un qui a parlé à quelqu'un, puis apparemment qu'on va pouvoir arrêter d'utiliser le conditionnel. C'est ça. Fait que ça tombe bien que le podcast soit juste publié plus tard aujourd'hui. C'est parfait, ouais. Comme toujours. Donc, parce que c'était un des sujets de Marc-Antoine, tu étais là, puis on patinera. Ouais. On va patiner. On patinera. Restez là, mais c'était un des sujets dominants là, des conversations avec les joueurs. Là, c'était dans l'air, de toute façon, là, que c'est... Exactement. La volonté des joueurs a toujours été là, de retourner aux Jeux olympiques, et l'ouverture de la Ligue nationale était plus grande. Je pense qu'il y avait des raisons pour lesquelles ça accrochait, entre autres le fait que les contrats des joueurs de la Ligue nationale, s'il faut suspendre les activités de la Ligue, bien à ce moment-là, et qu'ils s'en vont jouer dans un autre contexte, de quelle manière ces contrats-là sont assurés si jamais les joueurs se blessent? Alors, il y a eu un bras de fer avec le CIO à ce sujet-là, avec la Fédération internationale. En termes de visibilité aussi et de ce que la Ligue nationale pouvait en rapporter, sa visibilité à Pyeongchang, entre autres, et même à Beijing, était très limitée, tandis que là, en ramenant
les Jeux olympiques dans un fuseau horaire européen, mais là, tiens, tout à coup, c'est plus intéressant. Mais oui, parce que tu vas rejoindre davantage de ton public dans des heures qui sont plus accommodantes aussi. Tu sais. Alors, c'est une belle nouvelle que la Ligue nationale retourne aux Jeux olympiques parce qu'effectivement, comme tu le dis, cette génération-là aurait très bien pu, si la LNH avait décidé de rester camper sur ses positions, de démontrer aucune ouverture et puis finalement dire il n'y a rien qui va venir ébranler notre calendrier d'activité, ben, tu as toute une génération de super vedettes qui aurait été trop jeune pour les Jeux olympiques de 2014. Et finalement, si ça devait reprendre, mettons en 2030-2034, ben là, il y a certains de ces joueurs-là qui auront pu, rendu en 2030, le niveau élite qu'ils ont actuellement, qui vont faire en sorte que peut-être qu'ils ne seraient plus dignes d'être des Olympiens à ce moment-là. T'sais. Il y a des joueurs d'exception, évidemment. Alors, je pense que c'est une nouvelle qui va certainement être bien accueillie. Et l'objectif pour la Ligue nationale, c'est d'avoir établir une alternance à tous les 2 ans entre leur propre compétition à saveur internationale, que ce soit la Coupe du Monde ou là, il va y avoir un genre de tournoi de 4 nations l'année prochaine. Donc, avoir une alternance entre leur tournoi international maison et puis 2 ans plus tard, les Jeux olympiques d'hiver. Donc, c'est ça. Yeah! Alors, moi, je trouve ça extrêmement triste qu'on a eu une absence de la Ligue nationale aux Jeux olympiques lors des 2 derniers Jeux, puis ça se résume à une question d'argent. Non, mais je vais faire une parenthèse. C'est la pandémie à Pékin. Il y allait, non? Il y allait. La question des assurances... Parce que j'allais dire, là, ils vont à Milan, mais faut pas qu'il y ait de... je veux pas être plate, là, mais faut pas qu'il y ait de catastrophe mondiale. Mais tu sais, au départ, après les Jeux de Sochi, pour les Jeux de Pyeongchang, c'était une question d'argent. Ouais. La Ligue nationale voulait monétiser sa présence là-bas. La question des assurances, tout ça était réglé. Mais la Ligue nationale voulait mettre un pied dans la porte, là, de faire admettre par le CIO que, bon, comme on prêtait les joueurs, on interrompait la saison dans la Ligue nationale et comme on déléguait là-bas un spectacle qui générait des audiences considérables. Ouais. On voulait monétiser ça. Gary Bettman avait exprimé que la Ligue nationale pourrait jouir du même statut que, par exemple, les commanditaires majeurs du mouvement olympique et peut-être pouvoir utiliser les images provenant des Jeux sur ces plateformes et tout ça. Et si le CIO avait ouvert cette boîte de Pandore-là, imagine, la PGA au golf, l'ATP au tennis, la NBA au basket, tout le monde aurait voulu aller tirer des revenus, planter leur paille dans le milkshake olympique pour en tirer une partie. Et... Je sais pas ce que ça goûte. Hein? Je sais pas, mais c'est une belle image, en tout cas. Oui. Je pense pas que j'en veuille. Et donc, ça a mal été là, mais le but de la Ligue nationale, depuis plusieurs années, c'est de posséder, de s'accaparer une partie du hockey international pour en tirer des revenus supplémentaires. Et ils ont fait en 2016 leur pseudo-Coupe du Monde là, en fin d'été. Ça a plus ou moins marché. Ça avait l'air d'une entreprise Ça avait l'air d'un match des étoiles. Ça avait l'air d'une entreprise faite juste pour aller chercher de l'argent. Ouais. Là, la saveur internationale, on repassera. On prenait les mêmes employés, on leur mettait des chandails différents, puis ils avaient fait une équipe de joueurs de 23 ans et moins, une équipe Europe rassemblant des pays où il n'y avait pas suffisamment de joueurs de la Ligue pour faire des formations complètes. Ça a plus ou moins marché. Alors, donc, ce sont des négociations qui ont été parallèles, le retour de la Ligue nationale aux Jeux olympiques, avec la création de cet événement-là international qui va être chapeauté par la Ligue nationale, qui va avoir lieu à tous les 2 ans, si ma mémoire est bonne. Puis ça a été compliqué parce que les gens de la Ligue nationale pensaient arriver avec leurs gros sabots puis dire aux autres fédérations nationales, aux fédérations nationales européennes, dire, on organise une Coupe du Monde, envoyez vos joueurs, puis ça. Et là, les clubs européens ont levé la main et ont dit, ouais, mais... Qu'est-ce qu'il y a pour nous autres là-dedans? On va envoyer nos joueurs en cours de saison, puis on ne va pas tirer de revenus de ça. Puis les fédérations ont demandé aussi, les revenus, si on participe à ça, on veut... Alors, ça a été complexe. La Ligue nationale, la saison prochaine, voulait faire tenir ça en Europe, ce tournoi-là. Et là, c'était
à quelques mois du championnat mondial organisé par la Fédération internationale. Il y avait des enjeux commerciaux et tout ça. Donc, ça va commencer avec un tournoi des 4 nations. Puis il y a la suspension de la Russie aussi sur la scène internationale qui est en Je pense que le fait que ce soit un tournoi de 4 nations a beaucoup à voir avec ça. Je n'avais pas pensé, mais c'est pour ça que vous êtes là. Alors donc, l'année prochaine, au lieu d'avoir le match des étoiles, ça va être un tournoi de 4 nations. Suède, Finlande, Canada, États-Unis. Les matchs vont être à Montréal et à Boston. Jouer à Montréal et à Boston, ça va être intéressant. Ça, là-dessus, on va prendre 2 secondes pour être de bonne humeur, parce que c'est le fun. Mais tu sais, ça va être le fun, mais on s'entend, les joueurs de la Ligue nationale qui vont participer à ça vont être en plein milieu de leur saison, sur le bord d'entreprendre le dernier droit de leur calendrier. Ils vont pas... J'imagine qu'ils vont pas vouloir saigner par rapport à leur engagement avec leur équipe de la Ligue nationale et tout ça, mais ça va être le fun. On va voir les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs avec un enjeu un peu plus sérieux. Et après ça, 2 ans plus tard, là, on va voir la Coupe du monde chapeautée par la Ligue nationale qui va embarquer. Le format. Et la participation aux Jeux olympiques. Et ça, les joueurs... C'est épouvantable que des joueurs comme Connor McDavid et Pastrnak aient été privés, Austin Matthews et tout ça, aient été privés de cette chance-là. Et même les plus vieux, un gars comme Crosby, ça lui aurait donné une chance de devenir un grand Olympien, là, de participer à 4-5 Jeux olympiques. Alors, la Ligue nationale s'est privée d'une visibilité mondiale extraordinaire pour ça. Ça, c'est classique. Je parlais à Nathan McKinnon hier, puis il disait ce serait tellement spécial pour moi, non seulement d'y retourner, de représenter le Canada, parce que j'idolâtrais l'équipe Canada quand j'étais jeune, mais il dit de pouvoir jouer pour cette équipe-là, de jouer avec Connor, qui là, il l'a pointé, qui était juste à côté de lui, puis il dit, mais surtout d'avoir la chance de jouer avec Sid, puis avoir la chance de gagner avec Sid, ça serait tellement spécial. C'est vrai, tu sais, ces deux gars-là, c'est deux compatriotes provinciaux du même quartier. Ah oui, à ce point-là. C'est des gars de Cole Harbour, Nova Scotia. C'est vrai, OK. Leur seul partenariat à date, c'est de faire des publicités de Tim Hortons. Exactement. Mais là, de se retrouver... c'est pas assez. C'est pas satisfaisant. Fait que, tu sais, d'avoir la chance, justement, le grand frère, le petit frère, dit, de toute façon, il ne vieillit pas, Sid. Il va être encore bon. Fait que là, il va avoir quel âge Crosby en 2026? 38. Les 38. Ouais. Je sais pas. Écoute, Martin Saint-Louis était là autour de ça. Dans ces âges-là. Mais avec le genre de saison que connaît Crosby, qui est absolument... On dirait qu'il y a des soirs où il a l'air d'être le seul joueur intéressé à gagner un match là, dans l'uniforme des Pingouins, puis il tient cette équipe-là à bout de bras cette année. Il est époustouflant, je trouve. Puis je trouve... C'est plus impressionnant, je pense l'avoir déjà dit à ce micro il y a plusieurs semaines de ça, mais je trouve ça plus impressionnant ce qu'il fait maintenant à l'âge où il est que les merveilles qu'il arrivait à accomplir quand il était à son sommet. Parce que d'arriver à maintenir un certain niveau élite, un tel niveau élite, quand il y en a des plus jeunes et des plus fous qui font danser les bougalous, puis lui, il suit la parade, puis il est même en avant de la parade encore. C'est époustouflant. Bon, je vais mettre un peu de... Je vais comment dire... J'ai juste des expressions que je peux pas utiliser en tête, là, mais je vais faire l'avocat du diable. Oui, bonjour, bravo pour la couleur. Parce que c'est en t'écoutant matin que ça a flashé. Ce tournoi-là, c'est les 4 nations l'année prochaine, mais après ça, à intervalle de 2 ans avec les Jeux, ça va être une Coupe du monde comme on a connu un peu. Est-ce que ça se peut? C'est facile d'imaginer que des joueurs vont pas... C'est pas les Jeux olympiques. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça n'aura pas la même... Je suis en train de me demander si ça va être le fun, finalement. Ça va pas susciter chez les joueurs la même émotion que représenter leur pays aux Jeux olympiques. Ça ne suscitera jamais la même émotion. Ouais. Mais au fil des ans, il y a probablement une tradition. Si on fait ça pendant les 30 prochaines années, tous les 2 ans, à un moment donné, il y a des rivalités ou des choses qui vont être survenues dans la Coupe du monde précédente, une finale échappée en prolongation, une rivalité entre pays. Puis ce qui va se passer aux Jeux olympiques aussi va teinter ça, mais jamais... une compétition internationale organisée par une ligue privée va susciter auprès des joueurs la même émotion que se battre pour une médaille d'or en portant les couleurs de ton pays. J'ai de la difficulté à imaginer ça. Là. Effectivement. Non, c'est certain. Mais cela étant dit, l'espèce de Coupe du monde qui paraissait un peu
alambiqué là, en 2016, les joueurs avaient quand même beaucoup aimé ça. Parce qu'une fois qu'on te demande de représenter ton pays, il y a quelque chose qui s'allume. Alors, on pouvait trouver que c'était une gimmick pour faire de l'argent de la part de la Ligue nationale, puis ça, je le comprends tout à fait. Est-ce que l'ambiance était au rendez-vous? Plus ou moins, c'était vraiment intensité variable. Mais pour les joueurs, ça avait représenté quelque chose d'important. Pour les Russes, pour les Canadiens, en fait, même l'ensemble des pays européens, il y a certains joueurs qui vont dire, pour moi, représenter mon pays, c'est plus important que gagner la Coupe Stanley. Mm-hmm. Ces joueurs-là, on les veut pas dans notre équipe. Et puis, ça a été l'occasion. Ça a été l'occasion aussi de voir. Moi, je l'avais couvert, ce tournoi-là. Puis, il y avait eu, tu mentionnais l'équipe de l'Amérique du Nord, les moins de 23 ans. Là, j'ai leur formation, l'alignement sous les yeux. Puis, c'est quand même. Tu sais, John Gibson et Connor Hellebuck devant le filet. Il y avait Ekblad, il y avait Trouba, Jack Eichel, Nathan McKinnon, Austin Matthews, Connor McDavid. Tu sais, c'est une grosse équipe, là. C'est une pas pire équipe. Ils vont tous être là à Milan. Oui, Jonathan Drouin, il sera pas. Ah non. Il était dans l'équipe de oui, absolument. Oui, mais c'était quand même... C'est un beau rassemblement de talents. Oui, absolument, absolument. Bon, écoute, c'est toujours ça. C'est toujours ça de gagner. Puis, on verra combien de temps ça va durer. Parce que là, c'est ça. Est-ce qu'on va confirmer les Jeux de 2026? Oui, Luc Tardif, le président de la Fédération internationale, disait que on s'entend pour un jeu, pour des jeux, pour une édition des Jeux. Faisons-le pour deux. Là, arrêtons de recommencer cette parade-là à chaque fois. Puis alors, ce sera réglé. Puis après ça, si c'est Salt Lake City qui serait prévu après 2030... non, Salt Lake City est en négociation pour être la candidate de 2034. 34, c'est ça que je dis. Et donc, après 2030, les Jeux suivants d'hiver, ce serait 2034. 34, oui. Fait que ça irait de soi, la Ligue nationale. Voilà, tu peux pas dire... c'est ça. C'est pas dans le bon fuseau horaire. Non, mais regarde, c'est 1 heure de différence. Ouais. Bon, c'est toujours ça, comme je disais, c'est toujours ça de gagner. On va patiner tantôt, mais 2 affaires importantes avant de parler... de faire du name dropping de vedettes qui étaient au match des étoiles. Ou enfin, c'était pas le match. Là. Pourquoi on appelle ça? D'abord, il n'y a même pas de match. Est-ce qu'il y a c'est comme un tournoi. C'est des matchs. Je pense que c'est le week-end. Ils appellent ça le week-end des étoiles. Alors, le week-end des étoiles qui commençait jeudi. 2 affaires importantes. D'abord, le premier domino qui est tombé. Avez-vous été... Le timing, que pensez-vous du timing? Et... Elias Lindholm était probablement le joueur le plus convoité. On dit le centre, mais je pense le joueur le plus convoité de ceux dont on supposait la disponibilité. Donc, est-ce que c'est conséquent avec ce que les Flames ont obtenu? Oui, absolument. Je me suis entraîné avec Jim Rutherford, le président des opérations hockey des Canucks. Il dit à ce temps-ci de l'année, on sait qu'il faut payer. Le mot qu'il a utilisé, c'est un premium. Il faut payer un excédent. Une prime supplémentaire. Alors, parce que c'est ce genre, rendu à ce moment-ci de l'année où tout le monde se met à courir après les mêmes joueurs, là, tu n'as pas le choix. Et lui, dans sa façon d'opérer, puis il était comme ça à l'époque des Hurricanes de la Caroline et ensuite avec les Penguins de Pittsburgh, non seulement il est très actif, mais il a tendance à essayer de prendre le marché de vitesse puis être justement celui qui va faire tomber le premier domino. Ouais. Alors, c'est tout à fait conséquent aussi avec l'objectif... des Canucks de Vancouver qui, eux, cette année, tout leur sourit. Et puis, ils ont décidé que ça allait être leur année. Alors, ils foncent. Parce que l'année dernière, rappelez-vous, là, 1 an, jour pour jour, ils avaient échangé un joueur de centre en retour d'un choix de première ronde, d'un espoir et d'un joueur qui était sous contrat l'année suivante, Anthony Beauvillier. Alors là, on parle ici du centre Bo Horvat. 1 an plus tard, ils vont chercher l'Elias Lindholm et en retour, ils donnent un choix de première ronde, un espoir, puis un joueur qui est sous contrat l'année prochaine, Andrei Kuzmenko. Et juste faire une parenthèse là-dessus. Il y a 1 an, les Islanders s'étaient empressés, ils avaient donné beaucoup. Ils s'étaient empressés de consentir un contrat à Horvat. Étant donné ce que les Canucks ont donné...
j'imagine qu'ils veulent le mettre sous contrat aussi. Là. En fait, il garde les deux possibilités. Il dit, ça se peut qu'on l'amène comme joueur de location, ça se peut qu'il soit ici à long terme. Notre préférence, ce serait de le garder. Oui. Mais je ne pense pas qu'il va y avoir le même empressement non plus à lui faire signer un contrat. Parce qu'habituellement, c'est un peu les paramètres de ça. Si tu veux le garder à long terme, c'est comme ce qu'on appelle dans le monde du hockey un trade and sign. Là. Tu t'entends avant de faire la transaction avec l'agent, dire dans ces paramètres-là, oui, est-ce qu'il veut rester? Mais moi, pour un joueur de location, je trouve que c'est énormément donné. Là. S'ils n'ont pas de stratégie pour le garder, wow, c'est vraiment payé cher. C'est pour quelques mois à peine. Oui, mais en même temps, tu dis c'est payé cher, mais tu ne... Dans le fond, quand tu vas le chercher, c'est vrai que le joueur t'appartient, tu vas chercher du temps de négociation, tu vas chercher la possibilité de signer ce joueur-là pour une 8e année. Mais en même temps, s'il devenait joueur autonome, tout le monde pourrait le signer. Je pense que fondamentalement, tu vas le chercher pour ce qu'il va te donner d'ici la fin de la saison. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à moins d'une catastrophe, il va pouvoir te jouer dans ton équipe, finir la saison. Puis il faut que tu vois si aussi la sauce va prendre. Si pour une raison ou une autre, c'est un peu... il s'est dégonflé parce que Lindholm ne connaît pas une très bonne saison. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est simplement qu'il était dû pour un changement de décor puis qu'il va se relancer avec les Canucks puis tout va bien aller? C'est tout à fait possible. C'est pas un gars qui est fini à l'âge qu'il a. Mais je pense qu'en même temps, il serait prudent de ne pas nécessairement sauter sur l'occasion puis le signer dès son arrivée à Vancouver. Parce que Lou Lamoriello, c'est vrai qu'il a fait signer un contrat à Bo Horvat rapidement. Il avait fait la même affaire avec Jean-Gabriel Pageau quand les Islanders avaient mis la main sur Pageau. C'est ça, c'est devenu assez standard. Quand tu donnes quelque chose de considérable, tu te dis, OK, on va aller le chercher, mais on veut s'assurer de le garder. Pierre-Luc Dubois, c'est le meilleur exemple de ça. C'était une transaction, tout avait été orchestré comme ça. Puis tout le monde s'entendait pour dire que ça, c'est un vrai sign and trade. Dubois avait une meilleure valeur si ça venait avec une prolongation de contrat que si il pouvait écouler la fin de son entente. Bon, j'en ai un peu... parce que vous faites le... Cela dit, c'est intelligent de la part des Canucks de bouger rapidement comme ça, de s'assurer des services. De mettre la main sur le joueur que tu convoites, de faire la transaction le plus tôt possible pour l'avoir le plus longtemps possible dans ton équipe. Puis en même temps, on a vu le marché se déplacer. Là, la date de limite de transaction est là. Puis on a vu au cours des dernières années toujours les transactions se faire de plus en plus tôt parce que les directeurs généraux ne veulent pas être accumulés au pied du mur, comme disait M. Ruel. Et là, écoute, le premier coup de canon, ça donne longtemps d'avance. Alors j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir sur le marché si ça va se mettre à débouler encore plus rapidement que ce qu'on l'avait vu. Là. Puis si les gars qui font la journée en direct, la date limite des transactions, vont devoir apporter plusieurs jeux de cartes durant la journée. Ils font livrer de la pizza. Ils font des chansons. Mais tu sais, d'une année à l'autre, on remarque à quel point, pour la majorité des formations, les joueurs de location, ça devient des coups d'épée dans l'eau. Puis tu te dis, finalement, ils ont payé tout ce prix-là pour un gars qui n'aura pas fait la différence. Mais il y a un facteur dans ça qui est combien de temps un joueur, aussi bon soit-il, peut prendre pour s'intégrer au sein de sa nouvelle équipe, puis prendre le temps de trouver ses repères, se sentir à l'aise, puis que son rôle soit bien défini. Puis qu'après ça, parce que c'est pas simplement tu le prends là, tu le replantes là-bas, puis c'est réglé, puis il va donner exactement la même chose. Il y a quelque chose qui doit se faire de manière plus organique. Et ça, c'est un autre avantage de pouvoir... D'avoir du temps. Tu donnes du temps en disant, OK, ben là, nous, on a encore un bon 2 mois et demi. T'sais. C'est sûr, parce que ce que tu décris là, il n'y a aucune... c'est du cas par cas. Il n'y a pas de blueprint là, pour savoir comment faire, à part que de te donner le plus de temps possible. C'est ça que... C'est comme ça que ça va se passer. Puis ça, on parle de ça, là, on parle juste de l'aspect sportif. Là. Tu déracines quelqu'un de son milieu de vie aussi, là, puis tu l'installes dans un nouvel environnement, une nouvelle ville. Quoique à ce niveau-là, ça semble être une amélioration. Peut-être, mais quand même, c'est des nouveaux repères à développer dans ta vie, des nouvelles relations. Tu es plus isolé. Tu as une vie sociale d'organiser aussi dans ta vie personnelle. Je me souviens, chez les Jets de Winnipeg, là, quand les Thrashers avaient déménagé,
d'Atlanta à Winnipeg, tous les joueurs déménageaient comme en même temps. Puis Pascal Vincent m'avait raconté que ça avait été une période quand même très chaotique pour l'équipe, là, parce que tous les joueurs sont là, mais en même temps, sont tous en train d'essayer de trouver une nouvelle gardienne pour leurs enfants, sont en train d'aménager dans une nouvelle maison, de courir quelle compagnie de câble on doit choisir. Puis, tu sais, c'est plein de préoccupations, de distractions. De la vie courante. De s'installer dans un nouveau milieu, tout ça. Alors, il y a un facteur humain là-dedans aussi, c'est pas juste sportif. Winnipeg, Sergio Mamesso, il y a très longtemps, m'avait dit le plus gros avantage à jouer pour les Jets de Winnipeg, c'est que tu n'as aucune chance de te faire échanger à Winnipeg. C'est une belle façon de voir les choses. C'est une belle attitude. C'est optimiste. Tu disais, Marc-Antoine, l'an passé, ils envoyaient Bo Horvat à Long Island. Ouais. Puis cette année, ils vont chercher un joueur de centre. C'est mieux, c'est une amélioration, Lindholm sur Horvat. Par rapport à Horvat, c'est peut-être... C'est des joueurs, à mon sens, de valeur à peu près équivalente. C'est pas tout à fait le même joueur, non, mais tu sais, la production... Il faut dire que l'année dernière, rappelons-nous, le Bo Horvat était sur une balloune qui n'était pas du tout le reflet de sa production antérieure. Il était sur un rythme d'une saison de 50 buts quand il avait été échangé. Exact. Mais c'était pas... Bo Horvat, en temps normal, c'est pas ça, mais c'est un gars, tu sais, c'est un joueur, c'est un leader au sein de cette équipe-là, puis c'est un gars quand même qui a une bonne... c'est un bon joueur sur 200 pieds. Et Elias Lindholm, probablement supérieur défensivement, mais je ne sais pas s'il va avoir le même impact que Bo Horvat avait autrefois en avantage numérique. Sauf que dans l'intervalle, ils ont quand même... Les Canucks ils ont réutilisé le choix de première ronde qu'ils avaient obtenu pour aller chercher Philippe Hronek en défense. Fait que là, dans cette équation-là, ils vont rechercher une équipe, ils vont rechercher un joueur de centre à un moment où là, ils ont un meilleur défenseur qui s'est ajouté à leur groupe. Rick Tocchet fait de l'excellent travail également derrière le banc. Pour une raison. Et puis Thatcher Demko, le gardien de but, qui avait été éprouvé par les blessures l'année dernière, est un niveau optimal cette année. Ça va être un finaliste au trophée Vizina, c'est certain. Alors, tout leur sourit en ce moment, mais sauf que ça démontre à quel point ça a été un virage hallucinant d'une année à l'autre. Excellent. Horvat, Lindholm? Ben, écoute, je ne veux pas te laisser... Non, mais écoute, maintenant, on se tourne... Les gens font le lien avec Est-ce qu'il y a un lien à Sean Monahan pour voir ce qui va arriver avec lui. Le fait que les Canucks aient bougé comme ça, certainement, ça rend Monahan encore plus intéressant sur le marché. Mais tu sais, je voyais des collègues au cours des derniers jours faire l'équation. Lindholm, Monahan ont tous les deux 29 ans. Les deux jouent au centre. Les deux sont en fin de contrat. Monahan a 3 points de plus que Lindholm. Et puis, en faisant l'équation comme si, OK, le pactole s'en vient. Là, on va aller chercher 2 choix de repêchage, 2 espoirs, puis un joueur. Ça se passera pas. Je serais très surpris que ça se passe. Je serais très surpris que ça se passe comme ça. Mais, Lindholm, quand même... Quand on regarde ses performances, je ne suis pas remonté jusqu'à Mathusalem, là, mais juste depuis la saison 2018-2019, il y a un différentiel comme joueur de centre de top 6 dans son équipe, de plus 91. Là, il est 4e dans la Ligue nationale derrière Patrice Bergeron, McKinnon et Matthews. Fait que, tantôt, Marc-Antoine disait que c'est un bon joueur sur 200 pieds, c'est un excellent... Ouais. C'est vraiment un ajout important dans une équipe de hockey, surtout en série, quand tu veux être capable de remporter des matchs 2-1, 3-2 en prolongation. C'est le joueur de centre qui a disputé le plus de matchs dans la Ligue nationale depuis 2018-2019. Là. Il y a 2 ou 3 joueurs à 418 parties, puis il fait partie de ces joueurs-là, alors que Monahan aussi... Il est de l'autre bord de l'équation. Il est un petit peu... Oui, c'est ça. Il a subi des blessures ou des interventions chirurgicales et tout ça. Messieurs, dernière heure! C'est le fun quand ça arrive, ça. Ça rend ce balado, comment dire... Ça nous permet de ne pas être désuet. Oui, t'as raison. En plus, parce que ça nous est arrivé, ça aussi, que les grosses nouvelles tombent 1 heure après l'enregistrement, quand tout le monde est rentré chez eux. Mais là, ça tombe là. On va arrêter d'émettre des hypothèses et pérorer sur le sujet parce que Sean
Moynihan. Il y a un autre gars à Winnipeg qui va pouvoir le débaptiser à ma place parce que Sean Monahan s'en va à Winnipeg. On vient d'apprendre, enfin, tout le monde là, sur les réseaux sociaux, les seuses là, qui sont fiables disent que c'est fait, que le retour serait un choix de première ronde et un choix conditionnel sur lequel on n'a pas de détails. Ça va peut-être se clarifier là, pendant la conversation, mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Moi, je ne pensais pas que Hughes bougerait aussi vite parce que le temps semblait être... Bon, mis à part le fait que Monahan est en porcelaine, non, ça c'est pas fin. Mais mis à part le fait que Monahan est sujet à des blessures, il me semble que le Canadien aurait eu avantage à patienter ou enfin à faire monter les enchères. Mais c'est peut-être ça qui est arrivé, là, mais disons que avec du temps, peut-être que ces enchères-là auraient continué de grimper. Moi, ce qui me vient en tête, c'est que je me dis, les Jets devaient certainement être dans le derby pour Elias Lindholm. Et dans leur tête, ils devaient se dire, on est prêt à sacrifier un choix de première ronde. À partir du moment où, dans ta tête, t'acceptes ça, peut-être que l'alternative, le plan B, tu es prêt à le faire là aussi. Parce que sinon, c'est que si tu n'es pas prêt à le donner, ben là, il y a une autre équipe qui va se ramasser avec un joueur de centre. Puis la ligne de centre des Jets, autrement, serait demeurée Scheifele, et après ça, on raboute un petit peu, là, Namestnikov. Puis, Laurie est un très, très bon centre de troisième trio, mais c'est un petit peu ambitieux de vouloir le placer comme centre de deuxième. Ils ont Ehlers Il est à l'aile. Okay. Il est employé à l'aile. Pas Lars. Sur le depth chart. Nicolas. Oui, c'est ça. Ouais. Mais, écoute, moi, je ne suis pas du tout surpris que les Jets se soient intéressés à Monahan. Ça va très bien. Choix de première ronde, c'était pas évident. Personne ne pensait ça. Ici, on a eu la conversation, mais même ailleurs, là, tout le monde trouvait qu'un choix de première ronde, c'était un peu rêvé en couleur. Ben, tout le monde, je parle. Rêvé en couleur, je pense pas qu'il fallait... Je m'exprime peut-être mal, là, mais que j'ai juste far-fetch en tête, puis c'est pas beau. Non. Je suis pas content. Mais rêver en couleur, c'est ça. C'est exagéré, mais c'était pas acquis d'avance, disons. Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Tu devrais mettre ça dans un de tes textes. Oui, je vais devoir... La journée va s'allonger subitement. Oui. Mais c'est bien, parce que là, Monahan, écoute, les Canadiens ont fait son acquisition avec un choix de première ronde et en le flippant à une autre équipe, ils vont chercher un autre choix de première ronde. C'est du joli travail. Fait que c'est comme... Et honnêtement, ça comble un besoin. Les Jets, c'est vrai, n'ont pas énormément de profondeur au centre. Puis tu regardes... c'est une équipe qui est très bien positionnée au classement, qui est dominante depuis le début de la saison, mais leurs unités spéciales ne sont pas terribles. Là. Ils sont dans le dernier tiers de la Ligue nationale en avantage numérique. Ils sont loin. Monahan a montré qu'il peut faire les deux. Aider. Il peut être très utile à la position de pivot ou de bumper, entre guillemets. Il est bon là-dedans. Et ça va peut-être aider les Jets. Moi, je trouve que c'est une très bonne transaction. Et les prix ont monté. Là, si on retourne 10 ans en arrière, ou même un peu moins que ça, le prix, un des prix maximaux que tu pouvais aller chercher, c'était un choix de deuxième tour. Là, quand un directeur général donnait son choix de deuxième tour, c'est « wow, on a vraiment beaucoup donné », mais là, les choix de premier tour se donnent assez facilement depuis quelques années. Alors, tant mieux pour le Canadien. Ça va faire quoi? 9 choix de repêchage pour le Canadien? 2 choix de premier tour, un choix de deuxième. Fait qu'on continue de faire grossir la banque, mais ça va positionner le Canadien aussi pour peut-être conclure une autre transaction à la Kirby Dach. C'est ça. Et on en parlait à micro fermé. C'est ça, on imagine très bien Hughes faire ce qu'il a fait les 2 dernières années. Maintenant qu'il a 2 choix de première ronde pour le prochain repêchage, c'est-à-dire transformer ça en un joueur qui est plus près ou enfin, qui existe, qui n'est pas juste un morceau de papier sur lequel il y a un nom à inscrire. Oui, parce que Hughes est le premier à reconnaître qu'il y a des choix au repêchage, il n'y en a pas besoin, là. Alors, il les accumule, mais c'est dans l'espoir de pouvoir les convertir et faire quelque chose avec. Est-ce qu'il va... Là, on ne sait pas où le Canadien va terminer, mais moi, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce soit un choix quelque part entre 6 et 10. Là, si j'avais à miser, faire une prédiction. Oui, ce serait à peu près ça.
Alors, le Canadien ne remontera pas au classement avec cette transaction-là, on s'entend? Ça, c'est clair. Ça va améliorer la position au repêcheur. Un choix conditionnel, généralement, ça n'apporte pas beaucoup de victoires dans une saison. Puis, tandis que les Jets, évidemment, eux, à l'instar des Canucks, ils vont un peu all-in. Ils sont dans une situation où ils connaissent une excellente saison. D'ailleurs, ça me fait penser, on avait vu ça au début de saison. Les Jets et les Canucks c'est ça. Vont être all-in à la date. C'était facile à entrevoir. Bien, tu sais, dans le dernier épisode, vous avez parlé avec Alexandre Gascon de l'échange de Pierre-Luc Dubois. Ça a beaucoup souri aux Jets. C'est fou pareil, ouais. Parce qu'un seul de ces joueurs-là, c'est-à-dire Gabriel Vilardi, a une production équivalente à celle de Dubois en ayant joué la moitié des matchs. Puis après ça, on ajoute d'autres atouts, d'autres éléments. Ouais. Comme Alex Iafallo et tout ça. Alors, c'est un beau retour pour les Jets cette saison. Là, ils ajoutent Monahan qui va les aider. Ça va les aider en plus en avantage numérique. Ils ont déjà plusieurs bons éléments en avantage numérique, mais c'est une équipe qui va pouvoir compter aussi sur un autre bon joueur de centre aux mises en jeu. Il va les aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est super, c'est très positif. Oui. Alors, du beau travail de la part du Canadien là-dedans, parce que, chapeau. Il y a une part de moi qui me dit, les Jets avaient le choix de deuxième ronde qui appartenait autrefois aux Canadiens. Et puis, finalement, que le Canadien a échangé. En fait, c'est un choix qu'il... oui, ça vient d'où? C'est ça, c'est un choix. J'ai un instant, ça me perd, là. Mais bref, mon point est le suivant, c'est que quand tu as tous tes choix au repêchage, quand tu as aligné tous tes choix, et ce sont les choix qui t'ont été remis par la Ligue nationale. Ouais. Évidemment, chaque année, tout le monde a droit à sa banque de choix. Quand tu as tous ces choix-là, tu peux utiliser ces choix-là pour déposer une offre hostile. Alors... tournons ça à l'envers. Si tu veux faire une offre hostile, il faut avoir tes propres choix. Exact. C'est pas juste un choix de deuxième ronde, il faut que ce soit ton choix. Ton choix. Le choix qui était étiqueté Canadien de Montréal. Alors, le choix que le Canadien a obtenu, par exemple, le choix de deuxième ronde que le Canadien a obtenu de l'Avalanche du Colorado dans l'échange de Justin Barron et Arthur Lécaron, ils ne peuvent pas, après ça, monnayer ce choix-là dans le cadre d'une offre hostile. Il faut que ce soit ton propre choix. Okay. Alors, le deuxième choix qui était originalement du Canadien s'est ramassé dans la cour des Jets. Alors, ça aurait pu être une occasion de récupérer ce choix. Est-ce que ça pourrait être ça, le truc conditionnel? Je pense pas. Hein. Ce serait très habile. Honnêtement, là, ça serait bon. Tu vas chercher un choix de première ronde, là, on va le savoir. Là, on va certainement finir par... Peut-être que vous le savez, comme ça arrive souvent. Là. Puis là, après ça, tu fais une offre hostile pour aller rechercher Jesperi Kotkaniemi. Ça serait moins bon. Je divague, vous avez tous compris que je niaise, mais c'est ça. Alors, mais c'est ça. Mais peut-être que souvent les offres conditionnelles, les choix conditionnels dépendent jusqu'où une équipe se rend en séries éliminatoires. Puis le choix conditionnel est gradé. Alors, il y en a un qui ça va être un choix, par exemple, de quatrième ronde qui peut devenir un choix de troisième ronde, etc. Donc, il y a plusieurs... Probablement qu'une des conditions, enfin, c'est facile d'imaginer que ce qui est conditionnel, ça a rapport avec l'état de santé de Monahan aussi. Là. Enfin, pas un nombre de matchs joués, ce serait beaucoup de pression à mettre sur... sur les articulations de Monahan. C'est pas un désavantage pour le Canadien d'échanger rapidement, là, parce que, étant donné l'historique de blessures au cours des dernières saisons, puis il me semble que Monahan a eu... plusieurs journées de traitement au cours des dernières semaines. Oui. Alors, c'est peut-être une bonne idée. Le fer est chaud, allons-y. Bon, il y a une très, très, très mauvaise nouvelle, par contre, qui accompagne tout ça. C'est que je ne sais même pas de quoi on va parler d'ici la fin de la saison. Parce que ça nous amenait au moins jusqu'à... Il y a les gardiens. Tu as raison, Martin, il y a les gardiens. Non, il n'y a pas les gardiens. On parlera du remaniement ministériel au Nouveau-Brunswick. Qui se passait, en même temps que l'annonce de cette transaction. Mais en tout cas, je suis content. Je trouve que... C'est bien. C'est du beau travail. Ça donne des munitions pour frapper plus tard. Un coup intéressant. Puis également, je ne sais pas à quel point le prochain repêchage
offre des options solides en fin de première ronde, parce qu'on s'entend, le choix de première ronde des Jets. Oui. Ben, Ça comme risque toujours. d'être- Là. C'est ça, c'est plus en fond de grille. Mais là, c'est intéressant parce que c'est un choix qui... C'est un repêchage qui, du moins dans le haut du tableau, est riche en défenseurs. Puis, je serais surpris que le Canadien se tourne vers un défenseur. Alors... Pourquoi? Je sais pas, hein? Alors, s'il y a des équipes Un qui font... gaucher, idéalement un gaucher. S'il y a des équipes qui se disent, bon, mais là, c'est l'occasion pour nous d'aller chercher un défenseur de premier plan parce qu'il y en a, puis ils sont difficiles à aller chercher, ça va rendre finalement le nombre, les rares attaquants qui sont dans le haut du tableau, puis je parle pas de Celebrini, mais les gars qui viennent après, Caden Lindstrom, Catton, il y en a 3 ou 4, Cole Eiserman également. Ces gars-là, tu dis, OK, le Canadien a de bonnes chances d'avoir un de ces attaquants-là qui lui tombe dans les bras si jamais il repêche 7e, 8e, 9e. Mais si jamais il y a certains de ces attaquants-là qu'il n'aime pas et que ceux qui l'aiment, ils ont déjà été repêchés avant, je verrais très bien un scénario où le Canadien décide d'échanger son propre choix. Donc. Parce qu'il va y avoir une équipe qui va dire, hey, nous, on a un défenseur qu'on aime. Là. Puis on est prêt à payer beaucoup pour aller chercher ce choix-là. Fait que c'est pas nécessairement... Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le Canadien va monnayer un choix de première ronde, mais je me garde une petite gêne. C'est pas nécessairement celui de la fin de la première ronde, mais dépendant de l'évolution du repêchage, qui est repêché quand, puis de leur préférence sur les joueurs qu'ils apprécient, puis qu'ils veulent repêcher, quelles sont leurs cibles, c'est pas hors de question qu'ils mettent leur propre premier choix en jeu. En tout cas... Cela dit, ça laisse un gros trou chez le Canadien pour la fin de la saison. Ah oui. Et ce trou-là, quand le Canadien va réussir à combler ce vide-là, peut-être avec une transaction, c'est ça, ben, on va revenir au même point. Dans les médias. Oui. Ben c'est ça, faut pas. C'est ça, il reste des matchs. C'est ça qui est. Ouais. C'est ça le problème. Non, mais on peut s'attendre à... Alors, la condition, selon Pierre Lebrun, c'est un choix de 3e ronde conditionnel en 2027. OK. Mais on ne sait pas c'est quoi la condition. Non. 3e ronde en 2027. Tout ce que je sais, c'est que 2027, c'est pas demain. Non, mais j'aime ça, moi, ça. Oui. Je trouve qu'on ne voit pas ça assez souvent. Tu sais, mettons, des choix de première ronde, mais loin. Tu sais, quand tu sais que, je sais pas, une équipe comme les Jets, s'ils avaient, il y a 3 ans... Mais le 3e tour, 2027. Oui, non, au 3e tour, c'est moins intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est de pelleter des choix de premier tour en avant quand tu sais que tu vas peut-être en avoir besoin à la date limite des transactions pour, justement, là, bonifier ton... Et ça te permet de ne pas complètement assécher ton réseau de développement. Enfin, c'est une idée qui est lancée comme ça. Mais vite, juste pour terminer sur ce que Martin soulevait... on va tous les revoir, là, les joueurs des Rockets. Des Rockets. Ben là, il y a Alex Newhook qui va revenir au jeu, fait qu'il va donner un coup de main quand même à la ligne de centre, mais c'est certain qu'il va y avoir... ça va être les portes tournantes. On s'attend à ce qu'il y ait un roulement d'attaquants du Rocket. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Je sais pas, un que vous aimeriez voir en particulier ou pas? Je vais te laisser répondre là-dessus, mais non. Ou pas. Moi, je veux revoir. Moi, j'aimerais qu'il donne une chance honnête à Emil Heinemann. J'ai le goût de le voir à l'œuvre parce que c'est un gars qui pourrait être dans les plans, qui m'apparaît être un bon joueur, mais c'est un ailier. C'est pas un non, c'est ça. C'est un centre. Déjà, avec Monahan dans l'alignement, il y avait déjà un problème au centre, là, juste avant qu'on parte pour la pause. Ouais. C'est ça. Qui eût pensé que Christian Dvorak nous manquerait à ce point-là? Parce que pour juste terminer sur Newhook, moi, je trouvais que ça allait bien à l'aile. Ah oui, il va jouer à l'aile. Je pense son avenir avec le Canadien, je ne pense pas que ce soit comme joueur de centre. La direction le voit davantage comme un ailier. Mais d'ici la fin de la saison, avec le départ de Monahan, il va aller là où on va avoir besoin de lui. Là. Il va aller là où on va y dire. C'est ça. Hey. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a sondé l'âme et le cœur des gens qui suivent le Radio-Canada Sport sur les différents réseaux sociaux. On leur a demandé qu'est-ce que vous préférez, vous, dans le week-end des étoiles. Est-ce que c'est une punition? Martin a dit ça mardi. Tu sais que tu étais en punition. Là, la punition est terminée. Tu as été un bon garçon.
Je trouve pas que c'est une punition personnellement, mais c'est correct. C'est correct. Ça m'amuse. Sur Facebook, donc, il y a Martin qui dit bon, qu'est-ce que vous aimez dans le week-end? Il y a des gens qui aiment ça. Hein? Martin, il dit le concours d'habileté, évidemment. Même chose pour Michel. Toujours sur le book. C'est ça. Yannick, prendre un week-end de congé du hockey. C'est un peu ça que c'est ça. Toujours sur Facebook, Carl-Luc, l'écouter avec mes enfants, parce qu'on va se le dire, c'est fait pour les enfants, principalement. Oui. Il y a une communauté d'esprit Oui. entre Carl-Luc et nous. C'est évident. Sur le Twitter, Normand Généreux, la reprise des activités quand c'est fini. Ça s'en vient, Normand. De quelques jours encore à patienter. Et une petite dernière sur le Gram. Il y a pour Michel qui écrit « Qu'est-ce que vous préférez dans le Week-end des étoiles? Canadien ne perd pas. » Ah, c'est bien. Ça, c'est de la bonne. C'est rare qu'on reçoit des réponses sur LinkedIn. Hein? On fait le tour des... T'as raison, Ouais. c'est vrai. Ouais. Écrivez-nous sur LinkedIn. Et voilà. Est-ce que je t'ai déjà raconté mes aventures avec le match des étoiles du baseball majeur en 82? J'étais... Parce Écoute, qu'on parle, vas-y. on parle de la valeur que ça a pour les enfants. Ouais. OK, je jouais au baseball, j'étais bantam dans ce temps-là. OK. Et le match des étoiles du baseball majeur s'en vient à Montréal. Énormément de partants de l'alignement. De l'alignement des expos. Ah oui? L'année d'avant, en 81, les expos avaient participé aux séries éliminatoires. La fièvre du baseball était C'était forte. fort. Là. Et par un ami de mes parents, j'avais réussi à acheter des billets pour le match des étoiles très bien placés au stade. Et j'avais pris toutes mes économies. Là. J'arbitrais au baseball l'été. Là. Je me souviens, les billets m'avaient coûté plus que 100 $. On est en 1900. En dollars de 80. En 1982, c'est ça. Et là, j'avais acheté mes billets de longue date d'avance. Et là, arrive le calendrier de mon équipe de baseball. Et on a un match ce soir-là. Puis là, le sens du devoir, j'écoute. Ben voyons, Martin. Je me suis engagé avec mon équipe. On a un match. Fait que je vais aller jouer mon match. Alors, je vends mes billets. Puis, tu sais, ça m'avait fait mal au cœur de ne pas aller au match des étoiles. Mais, tu sais, je fais partie d'une équipe. Ouais, on joue, t'as raison. C'est la bonne chose. T'as raison, c'est la bonne chose à faire. Alors, le soir arrive du match. Avec mon équipe, on est sur le terrain. Échauffement d'avant-match et tout ça. Il pleut. Non. T'es benché, Leclerc. L'autre équipe ne s'est pas présentée. Ah! Oh non! Ah, ben vous avez gagné. On a gagné par défaut. L'autre équipe s'est pas Oh, man! C'est une blessure. Ça reste une blessure Ben oui, profonde. t'en parles Ouais. avec on sent l'émotion. Ouais. As-tu fait un petit profit sur la revente des billets? Je les avais vendus le même prix. C'était pas légal, de toute façon, je pense. Ce n'est toujours pas, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Ce n'est toujours pas. Écoute, c'est... D'acheter. Ben oui, c'est tout institutionnalisé maintenant. Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça... Enfin, on va fouiller, mais moi, j'avais cru comprendre que c'était pas puni. En tout cas, c'était moins puni. Ben, c'était peut-être pas... si c'est tes billets personnels, mais si tu en fais une entreprise Ouais, ben, c'est ça, de revente, c'est peut-être pas la même chose. Mais tout cela Mais pour ne dire que faites c'est pas vrai, ça. ça peut... Ben, je comprends. C'est important pour les plus jeunes. les Et matchs ce des match-là, que tu pardonneras mon ignorance, en même temps, tu fais ça chaque semaine, c'était au Stade olympique? étoiles. Au Stade ce match-là? olympique, Ouais, oui. OK. Ah oui, les expos qui étaient dans leurs années de gloire. Mhm. Ils avaient été... Le défunt magazine Sports Illustrated Il là. l'avait annoncé comme étant l'équipe des années 80. Oui. Tu sais. Et donc, il y avait Steve Rogers qui était là, André Dawson, Tim Raines, mon préféré. Mon bref. Tout petit. Ah oui, Gary Carter. Puis il me semble qu'il y en avait un autre. Al Oliver. Al Oliver? OK. Ouais. Il n'y avait pas Charlie Lee aussi qui avait... Non? Qui avait OK, participé? là, ça fait... Mais en tout Donc, cas, c'est ça. Mais C'est pas tellement hockey, là. C'était Al tellement Oliver, has-been. J'ai été patient. non. Mais écoute, ça fait partie de notre patrimoine. Non, mais je suis entièrement d'accord. Puis, c'est un beau... enfin, c'est triste, là, mais c'est un beau Ouais, témoignage. c'est une anecdote. Marc-Antoine, as-tu des potins au match Du des match étoiles? des étoiles. Ben, écoute, on cherchait tous Sidney Crosby, qui n'était pas là pour le C'est fameux une repêchage. étoile? Ah oui. Ah, vaguement. Oui, c'est ça. Vaguement. Comment ça? Alors, mais finalement, il n'est pas blessé. Il va se présenter, mais il a été aperçu en train de patiner sur une patinoire extérieure au Montana. Ouais. Pas, Alors, pas lui- à Mont-Tremblant. Non, il l'a déjà fait. C'est un amateur de patinoire Ouais, extérieure. ouais. C'est un romantique. Sid. Ouais. Oui, absolument. Ben oui. Il l'avait fait il y a quelques années. Tu t'en souviens, Oui, 2018. Tremblant? Il était ressorti. Puis sans que personne le sache, là. Oui. C'est ça. Ça s'est ramassé dans les journaux parce que ça a été raconté par un kid qui était...
qui s'est retrouvé sur la patinoire avec lui, c'est ça, Mont-Tremblant. Mais là, c'est ça. Il y a des images qui ont ressorti de Sidney Crosby qui faisait... et là, il a envoyé... Il a enregistré un message par vidéo pour dire qu'il était remercié d'être repêché par son équipe. Puis il était représenté par un jeune qui allait aller joindre l'équipe en question, repêché par... C'était bon, ça, d'ailleurs. Je veux en parler, là, ce repêchage-là. Mais continue, là. J'arrivais au bout de l'anecdote concernant Sidney Crosby. Mais ce qui était encore plus savoureux, c'est la performance de Michael Bublé. Oh! Parce que Michael, donc, à ce fameux repêchage qui a marqué ton cœur et ton esprit. C'était bon. Ouais. Parce qu'il y avait des vedettes qui étaient comme les capitaines honoraires. Des capitaines honoraires. Parce que c'est ça. Parce que là, regarde, on va faire une parenthèse tout de suite. Puis moi, j'aime ça le hockey. Puis les joueurs de hockey, il y en a qui sont bons. Puis, tu sais, ils sont bons. Mais bon sang, pour faire de la TV, avec un peu de swag. Et je suis pas sûr, moi, que c'est ça. Puis même Michael Bublé n'est pas capable de rattraper ça. Oui, bien là, il est pas assez proche. Mais moi, c'est ça. Parce que moi, j'en ai regardé 30 secondes. Puis ça a été assez pour que. Écoute, pendant l'événement comme tel, c'est pas. Il se passe pas grand-chose. C'est malaisant. Tu n'es pas capable de voir s'il y a un impact réel ou non. Et après coup, il s'en va en conférence de presse devant les journalistes avec l'acteur Will Arnett. Puis ils sont vraiment de bonne humeur. Ils badinent. Et ces deux gars-là se connaissent. Ils sont dans la même équipe de la même ligue de pool de hockey. Okay, du fantasy hockey. Alors, il dit alors là, il y a une question qui leur a été posée, puis là, ils se mettent à parler. Ils s'échangent. Il y a plein de journalistes devant eux qui posent pas de questions parce que ils font juste se renvoyer la balle, puis finalement, c'est comme si c'est une discussion à bâton rompu, puis nous, le monde était là, les bras croisés, le regardaient, puis ils riaient un peu. Il était drôle, très divertissant, mais à un moment donné, on a compris pourquoi Michael Bublé était divertissant. Parce qu'il dit, OK, il dit, j'ai une de mes ligues où je suis 5e, j'ai pas eu de premier choix, puis à cause que je suis un génie, j'arrive quand même à me maintenir. Dans l'autre ligue, je suis le premier, ça c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que mon chum m'avait dit que j'allais être microdosé, puis il m'a menti. Alors, depuis tout à l'heure que je suis sur les champignons magiques... Ils étaient gelés. Alors, et puis après ça, Will Arnett, il dit, là, t'as bâti ta carrière pendant des années à aller... Tu sais, il y a un attirail de femmes qui te suivent et t'as plein d'amateurs qui se sont... qui t'ont suivi depuis des années. Puis là, tu viens de nous sortir 1 minute et demie d'anecdotes de pool de hockey. Il dit là, tu viens de faire tomber ça, tu viens de faire voler ça en éclats en un instant. Ouais. Puis il dit, puis en plus, t'enchaînes avec tes moches, là, tu vas perdre tous tes commanditaires. Puis, en tout cas, mais heureusement, Michael Bublé très peu de gens regardaient. Donc, il devrait... Mais c'était un moment cocasse. Michael Bublé, le chanteur de Noël, qui subitement, on le regarde autrement. Là. Non, mais je suis content qu'il s'amuse un peu. Ça met de la couleur. J'aime ça, moi. C'est correct. Sinon, je sais pas, je sais que toi et Gascon, vous avez parlé à plein de joueurs, vous avez des idées. Peux-tu nous juste un petit teaser là-dessus? Non. Il va falloir le lire. Il va falloir lire ça. Parce que ce que je vais décider d'écrire, les sujets que je vais juger qui ont suffisamment pris puis que ça va valoir la peine d'écrire. Parce que la manière que ça fonctionnait, c'est qu'on avait des groupes. Il y avait c'était des petits îlots où on se promenait, on butinait d'un joueur à l'autre. Non, c'est beau. Alors, au lieu de faire des articles sur un joueur, moi, j'ai décidé d'écrire sur des thèmes puis de consulter les joueurs sur différents thèmes. Fait que j'en avais plusieurs. Puis, au gré des bonnes réponses, je déciderai celle qui valent la peine d'être transformée en article. Tellement OK. Venez pour les savantes analyses et restez pour les cours de méthodologie sur comment faire du grand journalisme. Hein? C'est bon, ça. Et vous irez lire tout ça sur le http //. Triple, OK. Radio-Canada Sport. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, Martin? Je sais pas. Je sais pas, un film peut-être, un petit... Je vais m'entraîner, je vais travailler.
c'est ça. C'est mon dernier week-end normal. Est-ce qu'on annonce... On va te perdre une semaine? Une semaine? Quelques semaines. Quelques semaines. Ouais. Puis, mais on va te retrouver après. Oui. Okay. Une petite... Tu t'en vas au lac à l'épaule. C'est ça. Un petit rafistolage. Bon, OK. Ben écoute, tu vas nous manquer. Puis... Vous allez me manquer. Mais on va se voir. On était là... lundi. Ça, c'est l'épisode publié mardi, mais enfin, on se comprend. Exact. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon vieux. Toujours un bonheur. Et Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Mais celui qui travaille le plus fort, selon... Et là, moi, je suis connaissant Gascon. De 2 choses, il va l'écouter, puis il sera pas d'accord. C'était pas une affirmation, pas une affirmation personnelle, c'est toi qui le dis. Toujours que c'est le plus fort, le plus grand. Oui, mais je fais pas de... ça dépend de la mise en... Gascon, il y a le sang chaud. Oui. Puis en tout cas, s'il faut qu'il interprète ça mal... Non. On a une paire de travailleurs ardents. Oui. Donc, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment. C'est ça, en plus, tu as couru pour rentrer, puis c'est apprécié. Ça fait plaisir. Je ne pouvais pas manquer ça. Je peux. M'a-t-on dit. Mon patron m'a-t-il expliqué. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de ce balado. Merci, Jacques-Alexis. Merci. Il dit que ça lui fait plaisir. Je m'appelle... Lui aussi travaille bien, oui. Lui aussi travaille fort. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.